Pour cette deuxième conférence, on accueille Sandra Smil, coordonnatrice au CREGES, candidate au doctorat en sociologie à l'Université York, et Megan Joy, qui est de retour. Donc, Megan, qui est professeure agrégée au département de sciences politiques de l'Université Concordia. Vous allez nous parler d'un sujet plus pep? Non. C'est tellement... C'est ça, il n'y avait pas beaucoup de commentaires tantôt, mais on parlait beaucoup de déshumanisation. C'est un portrait qui est... c'est ça. Avec toute l'itinérance qui est endémique en ville, c'est sûr qu'on assiste à ça, puis on vous écoute, vous deux, les chercheuses, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, là, mais vous avez bien expliqué un peu les pistes de solutions, mais c'est sûr qu'on est un peu dans un état, moi en tout cas, je vais parler pour moi, un peu découragée à voir ce qui se passe, à assister à cette crise sociale-là qui gagne du terrain. On vous écoute maintenant pour nous parler donc des politiques publiques et d'exclusion sociale des personnes aînées à risque de marginalisation. On vous écoute. Alors, l'article que nous présentons aujourd'hui fait partie d'un projet de recherche plus vaste intitulé « Les actions gouvernementales au Québec, impact sur les personnes… » Ça fonctionne? OK, je vais juste... OK. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon? OK, merci. Alors, en cette présentation, ça vient du grand projet Les actions gouvernementales au Québec, impact sur les personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale. Alors, le projet examine la façon dont les actions gouvernementales ont une incidence primordiale sur l'exclusion sociale des personnes aînées marginalisées. Le projet est situé à Concordia et dirigé par Patrick Marier, moi-même, et implique les chercheurs de plusieurs universités du Québec. De nombreux membres sont ici aujourd'hui et sont les chercheurs de l'équipe Vie et du CREGES. Le projet se réalisera aussi de concert avec des partenaires expérimentés, ancrés sur le terrain et possédant une connaissance approfondie des réalités et des besoins des services des populations ciblées, comme Deandra a juste expliqué. OK. Alors, ce projet de recherche s'inscrit dans le virage plus inclusif des derniers plans d'action gouvernementaux sur le vieillissement et s'ancre dans le champ de la gérontologie sociale, de l'analyse des politiques publiques et de l'administration publique. Alors, la province du Québec et ses municipalités sont reconnues en matière de politique dans le domaine du vieillissement chez soi et des municipalités amies des aînés ou MADA. On peut voir ça dans les politiques provinciales, un Québec pour tous les âges, dans les programmes provinciaux pour soutenir les plans et les mises en œuvre locaux du MADA, et le fait qu'il existe plus de 960 programmes MADA dans les municipalités du Québec. Juste brièvement, les MADA sont les stratégies locales et ils incluent des éléments importants comme le logement, comme le transport, les soins de santé, services, l'aménagement urbain, la participation sociale, les efforts visant à encourager l'engagement civique et la lutte contre l'agisme. Alors récemment, il y a eu une préoccupation de la part de la province pour mieux comprendre la réalité des personnes aînées à risque d'être marginalisées. Alors c'est ça important parce que ces politiques s'appliquent à un groupe diversifié de personnes aînées dans les territoires divers et qui ont les politiques municipaux diverses. Bon. C'est quoi la marginalisation? Je sais que là, j'avais une définition. Hop! Oui, je suis un peu plus grande. Tantôt. Là, on m'entend? Parfait. OK. C'est quoi la marginalisation? D'abord, nous reconnaissons le fait qu'il n'y a pas une seule définition de la marginalisation. Ce concept et d'autres concepts apparentés dans la vulnérabilité, la précarité ou l'oppression systémique, comme on vient d'entendre, sont toujours sujets des débats académiques et politiques. Ceci étant constaté, il faut préciser comment la marginalisation est conceptualisée dans le cadre de cette présentation. Donc, pour nous, la marginalisation est multiple. Comme l'a décrit cette citation de Jane Johnson,
Elle ne se résume pas à une chose ni un seul statut. Elle peut inclure soit l'absence de ressources économiques, le manque de connaissances, de droits et de capacités politiques et de manque de reconnaissance et de pouvoir. Tous ces absences et manquements sont des indicateurs de la marginalisation. Et finalement, il importe de dire que plusieurs groupes de personnes vivent des intersections, on le sait en fait, il importe de le dire, dont les personnes aînées incluses dans le projet, mais les personnes aînées sont marginalisées en tant que personnes aînées aussi. On parle dans ce projet des personnes aînées marginalisées sans oublier que les personnes aînées sont marginalisées en général dans notre société. J'espère que je suis claire. OK. Bon. Pour comprendre et répondre au processus de marginalisation, il faut explorer les facteurs qui créent, qui définissent, maintiennent et renforcent la marginalisation. Notre conceptualisation de la marginalisation, donc, prend ses assises sur les travaux concernant l'exclusion sociale de Biette et Lavoie. Michel, vous avez parlé tantôt de leur conceptualisation. Eux, ils identifient l'exclusion sociale en tant que non-reconnaissance et privation de droits et des ressources. Ça se passe au niveau politique, mais aussi dans d'autres sphères de la société, par exemple dans des pratiques institutionnelles. Et donc, la marginalisation n'est pas un état individuel, mais bien le résultat de ces processus de non-reconnaissance et de privation. Les personnes se font marginaliser, elles ne le sont pas intrinsèquement. Biette et Lavoie définit ces processus comme étant relationnels. Ils se réalisent à travers des rapports de force entre groupes aux visions et aux intérêts divergents. Certains groupes de personnes ont plus de reconnaissance, droits, ressources versus d'autres groupes de personnes, ce qui mène à des iniquités et donc la marginalisation. Et ces processus créent une mise à l'écart dans plusieurs dimensions. C'est multidimensionnel, comme on dit ici. Dont, encore une fois, on a eu des exemples au niveau symbolique. Tantôt, dans la présentation de Michel, je pense que Julie Beauchamp a aussi parlé de la dimension symbolique et aussi la dimension identitaire, sociopolitique, institutionnelle, économique, en termes de liens sociaux significatifs et territoriaux. Et finalement, vous le savez déjà parce que vous avez vu cette liste tantôt, mais dans le cadre de notre projet, nous ciblons le processus de marginalisation intersectionnelle expérimenté par ces 6 populations. Elles vivent toutes des enjeux de non-reconnaissance et de privation de droits et de ressources, incluant au niveau de la gouvernance et coordination des services de santé et services sociaux. Merci. OK. Oh non, OK. OK, je vais juste... Yeah, c'est bon. Merci, Marc. OK. Alors, pour la gouvernance et coordination, en vieillissant, les personnes aînées doivent souvent faire appel à des ressources formelles et informelles pour les soutenir dans leur volonté de demeurer à domicile, de préserver leur autonomie ou encore pour vivre en santé. Ces services publics sont encore plus importants pour les personnes aînées marginalisées. Dans un contexte de gouvernance, les pourvoyeurs de services sont multiples. Alors, on a la MSSS, mais aussi les autres ministères du gouvernement provincial, les OBNL, les entreprises d'économie sociale, les gouvernements locaux, les entreprises privées. Alors, beaucoup de différents acteurs. Et dans ce contexte, les enjeux de coordination entre ces acteurs et secteurs deviennent déterminants. Sur le terrain, les populations peuvent vivre des défis similaires et spécifiques. On a parlé des défis déjà aujourd'hui, mais les choses comme les accès difficiles aux allocations et programmes publics et juste avoir des informations sur les services qui existent dans ce contexte fragmenté, c'est difficile. Un financement précaire et limité des programmes pour les appuyer. La fragmentation des services sur une géographie dans un territoire et les inégalités territoriales et les représentations négatives aussi. Alors, un point central de cette analyse n'est pas seulement la manière dont les politiques, dans leur forme écrite et dans leurs pratiques, intègrent ou pas les besoins et les désirs des personnes aînées, mais aussi la façon dont ces politiques travaillent pour coordonner les différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales qui fournissent des services et des soutiens pour les personnes aînées.
Alors, juste brièvement, pour la méthodologie pour cet élément de notre projet, c'est une analyse de politique publique. Et nous avons sélectionné cette analyse sur les politiques du vieillissement chez soi et MADA pour examiner comment ces politiques comprennent et soutiennent ou pas le vieillissement chez soi pour les personnes aînées marginalisées. Alors, cela comprend une exploration de la manière dont ces politiques parlent de la marginalisation spécifique de nos 6 populations de notre étude, comment les politiques parlent plus généralement ou comprennent le concept de marginalisation, Sandra va parler de ça dans une minute, et comment les politiques parlent et abordent le concept de coordination. Alors, l'étude qu'on a faite, c'est une étude plus comme structurelle du contenu de ces politiques, mais on est aussi en train de faire une analyse plus narrative ou discursive, où on regarde le cadrage linguistique, les binaires, les métaphores et les absences. Alors, les politiques étudiées comprennent les politiques québécoises sur le vieillissement chez soi, ainsi que les programmes MADA dans 3 territoires, Montréal, Québec et Gaspésie. Alors, il y a beaucoup de politiques ici. On a fait notre analyse de contenu de toutes ces politiques, mais on est encore en train de faire l'analyse discursive. Ça prend plus de temps, c'est plus dense. On a fait l'analyse sur 2 politiques québécoises, 2 politiques à Montréal, 1 politique au Ville du Québec et 3 politiques en Gaspésie. Alors, les 2 questions pour notre présentation ici, c'est comment ces politiques comprennent, elles, ou prennent en compte la marginalisation, et comment ces politiques comprennent, elles, l'importance de la coordination et relèvent, elles, les défis de la coordination. Bon, on m'entend toujours? Bon, avant de présenter les résultats, pour les 2 questions, nous voulons signer nos résultats généraux concernant le traitement du vieillissement dans les politiques. Donc, on voit ici les politiques qui prônent le vieillissement actif, dont les politiques sont axées sur les personnes aînées autonomes et le maintien de l'autonomie, ce qui est problématique pour les personnes marginalisées, on va en parler tantôt. Et l'objectif est vraiment la création de conditions dans les communautés permettant aux habitants de vieillir chez eux et de contribuer à la prospérité de la société québécoise. Bon, les 6 populations, que moi je vais vous parler de l'analyse qu'on a fait par rapport à cette question-là, comment ces politiques prennent-elles en compte la marginalisation. Mais en général, nos 6 populations marginalisées ne sont pas mentionnées dans les politiques du tout, ou elles sont mentionnées, mais leurs besoins ne sont que vaguement pris en compte, ou pas du tout, à part leur identification en tant que population vulnérable ou diverse. Sans mentionner, mais il n'y a pas vraiment plus. Lorsque les besoins spécifiques sont identifiés, par exemple dans le cas des immigrants âgés, ils se font responsabiliser, ou je pense que le terme que Julien Simard a utilisé ce matin, c'est leurs besoins se font culturaliser. Le problème auquel on cherche une solution est leur incapacité de parler français et non pas l'adaptation des services à leurs besoins, selon leurs réalités qui ne sont pas uniquement ou nécessairement liées à la langue. En fait, la marginalisation n'est pas mentionnée dans les politiques, à part dans le dernier plan d'action provincial, en tant que thématique peu documentée et en besoin de plus de recherche, d'où viennent les fonds pour les recherches qui sont présentées aujourd'hui, et dans les 2 dernières politiques MADA de Montréal, mais c'est plutôt en tant que description non précisée de certaines personnes aînées qu'on voit le terme marginalisé dans ces 2 politiques MADA de Montréal. Ceci étant dit, les politiques provinciales incluent plusieurs références à la diversité des personnes aînées et aux personnes aînées vulnérables. Et le dernier mandat de la Ville de Montréal vise un accès équitable aux services et aux ressources, ce qui indique que la marginalisation est une préoccupation gouvernementale, clairement. Toutefois, notre analyse de l'utilisation de ces termes démontre une certaine superficialité en ce qui a trait à la diversité et la vulnérabilité dans les politiques provinciales. Concernant la diversité, le fait que les aînés forment
ne forment pas un groupe homogène est répété à plusieurs reprises dans les politiques provinciales. On reconnaît le fait que leurs besoins sont divers et que la nature et l'intensité des services qu'elles requièrent varient. Et dans la politique Vieillir et vivre ensemble, il y a même un petit volet intitulé « La diversité des aînés et des territoires ». Mais dans ce volet, et plus généralement, lorsque la diversité des personnes aînées est reconnue dans ces politiques provinciales, ce qu'on pourrait appeler une liste d'épiceries de différences est incluse. Par exemple, je vais juste donner un exemple d'une citation. On dit « Les personnes aînées se distinguent entre elles par leur appartenance culturelle, leur parcours de vie, l'histoire personnelle, la situation familiale, les professionnels, l'orientation sexuelle, les revenus, la scolarité. » Vous comprenez, je n'ai pas besoin d'aller toute la citation. Ces listes ne sont pas accompagnées d'explications de pourquoi ces différences devraient être prises en compte. Et plus important encore, la diversité des personnes aînées est généralement laissée là où elle est mentionnée. Autrement dit, la prise en compte des différences mentionnées n'est pas intégrée dans l'ensemble de la politique. Donc, on ne traite pas le pourquoi il faut prendre en compte les différences, ni et surtout pas le comment les prendre en compte dans les politiques provinciales. On parle des fois de l'adaptation à leurs besoins sans identifier nécessairement les adaptations à faire. Concernant le concept de la vulnérabilité, tel que le cas pour la diversité, la nécessité de répondre aux besoins des personnes aînées vulnérables est répétée plusieurs fois dans les politiques provinciales. Et dans quelques cas, il y a encore des listes d'épiceries utilisées pour décrire ces personnes. Mais en général, aucun qualificatif n'est proposé pour la vulnérabilité dans les politiques. Et lorsqu'on parle implicitement d'une raison pour la vulnérabilité, au final, on identifie ces personnes vulnérables comme la source de leur vulnérabilité, car elles ont décroché de la société, ou elles n'ont pas de proches aidants, elles n'ont pas de travail, elles sont malades ou elles sont pauvres. Finalement, en matière de politique MADA, la dernière politique MADA de Montréal est particulière, car elle prend une approche spécifiquement orientée vers l'équité. Elle a employé une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle afin de, je cite, favoriser l'inclusion des personnes aînées montréalaises dans toute leur diversité. Et aussi, elle a intégré la ADS, encore une fois, l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnels, à toutes les étapes de la démarche. Constitution du comité aviseur, analyse des besoins, planification des consultations, qu'on voit vraiment un effort d'intégrer une approche intersectionnelle dans la construction de la politique. On n'a pas fini nos analyses, mais il y a quand même une orientation vers l'équité qui est prometteuse dans cette politique-là. Okay. Alors, pour la deuxième question, comment ces politiques comprennent-elles l'importance de la coordination et relèvent-elles les défis de la coordination? Alors, on voit dans ces politiques un esprit de concertation, mais il y a cette notion que nous devons tous faire notre part pour résoudre le problème de la vieillissement. C'est vraiment comme un thème, surtout dans les politiques de la provinciale, mais aussi on voit ça dans quelques programmes MADA aussi. Nous voyons également un concept ou une pratique de décentralisation ou d'évolution dans les politiques du province. Certainement, il y a ce concept que les acteurs locaux peuvent mieux créer et réaliser le vieillissement chez soi, ils sont plus proches, les personnes. Mais ici, le rôle de la province devient de faciliter et d'orienter les acteurs locaux à travers des guides pratiques ou accès à un financement des projets de petite taille sur une base compétitive. Dans ce contexte, la ville joue de plus en plus un rôle de coordination et cela représente un rôle important dans un système de services mixte et fragmenté. Les programmes MADA nécessitent une coordination intermunicipale au sein du bureaucratie municipale, ce qui est complexe, même dans les petites villes. Il y a plusieurs départements et services. Il y a les organismes paramunicipaux, comme les agences de transport ou les agences qui sont OBNL publiques, comme pour le logement. Aussi, on voit beaucoup de différentes politiques municipales qui sont
en lien, comme il y a les villes amies des aînés, il y a les villes amies des enfants, il y a les villes pour les familles, la ville santé, l'accessibilité universelle. Alors, on voit dans ces politiques MADA un effort de comme arrimer tous ces enjeux ou comme buzzwords ou trends. Je veux dire anglicisme, je m'excuse. On voit aussi qu'on a besoin de coordonner dans les villes qui ont les différents arrondissements, mais le politique sache qu'il y a des inégalités entre les quartiers et les arrondissements. C'est aussi un enjeu quand on regarde les programmes MADA des municipalités régionales du comté. Il y a les différentes villes et on a besoin de coordonner avec les différentes villes et il y a les inégalités aussi entre les différents services qui existent dans ces villes. À la même fois, on voit dans ces politiques un manque de clarté sur les ressources financières et humaines pour coordonner ces grandes stratégies et pour les mettre en œuvre. D'habitude, il y a comme 1 ou 2 personnes qui sont en charge de faire toute cette coordination, qui est énorme. À la même fois, on voit une reconnaissance du fait que les OBNL sont essentiels à l'actualisation des MADA et que les villes doivent soutenir et travailler avec les OBNL. Mais cela consiste souvent à une participation à des tables communes avec les OBNL, des fois avec le secteur santé et services publics. Cela consiste à une meilleure communication aux citoyens des informations sur les OBNL. Alors, la ville peut aider avec ça. Alors, on voit les instruments plus informationnels dans ces politiques. On voit pas vraiment les instruments financiers, comme les instruments, comme les subventions que les villes donnent pour les OBNL. Enfin, on voit dans certaines politiques MADA de plus en plus une compréhension de la ville comme influenceur en ce qui concerne la représentation de ses citoyens auprès de la province. Cela consiste à une reconnaissance des défis systématiques sur le terrain et on voit ça dans les politiques MADA plus récents ou pandémie, les politiques pandémie qui étaient créées durant la pandémie. On voit que ces politiques parlent du crise de logement, parlent du crise de santé, du crise économique. Ils sont basés sur les consultations et les statistiques plus élaborées sur les populations. Mais à la même fois, on n'a pas vraiment une définition plus structurelle de ces problèmes. C'est plutôt comme une description. Et on voit aussi dans ces politiques municipales une clarification de ce que les villes peuvent et ne peuvent pas faire, étant donné leurs responsabilités et leurs ressources. Alors, cela reflète peut-être une lutte pour les villes qui sont invitées à répondre à des besoins basés sur les problèmes structurels et qui a besoin de faire de la coordination, mais qui sont le gouvernement avec l'accès le plus limité des ressources. Cela reflète peut-être une résistance municipale à la dévolution, mais aussi comme un passe-partout de qui est responsable de quoi entre les paliers du gouvernement. Alors, généralement, ce qu'on voit dans ces politiques, c'est qu'il y a un manque d'approche systématique de coordination entre les provinces, la ville et les OBNL. En termes de conclusion, de pistes de solution, on en a quelques-uns. Pour les politiques au niveau provincial et au niveau des municipalités, nous, on dit qu'il faut reconnaître le fait qu'un vieillissement équitable ne se réaliserait pas si nous continuons d'axer les politiques sur les personnes âgées autonomes et le maintien de l'autonomie. L'inclusion sociale n'est pas simplement une question d'autonomie. Il faut donc arrêter de cibler des changements corporels des aînés et de cibler surtout leur participation en tant que ressource de bénévolat ou en tant que travailleurs. Deuxièmement, on dit qu'il faudrait assumer le rôle des gouvernements dans la résolution de la marginalisation. Il faut aller au-delà des mentions de vulnérabilité ou des listes d'épiceries de différences dans les politiques et intégrer une compréhension de la marginalisation qui n'individualise pas ces problématiques ou les traite d'une façon superficielle. Et surtout inclure des actions et mesures qui répondent à la non-reconnaissance et la privation des droits et des services des personnes aînées dans les politiques dans leur ensemble, puis pas dans une partie d'une politique. Et troisièmement, il faut s'inspirer des expériences et perspectives des personnes aînées marginalisées, dont les expériences qui ont été présentées tout au long de cette journée.
Il faut soutenir à la fois le développement d'une reconnaissance de la valeur sociale égale de toute personne aînée et s'assurer de leur accès au pouvoir et aux ressources nécessaires pour que leur voix soit bien entendue et prise en compte dans la société. Et pour les derniers 2 points, certainement, ces politiques doivent être mieux coordonnées entre le gouvernement municipal et le gouvernement provincial afin de faciliter l'action claire dans les principaux domaines politiques des programmes Vierge chez soi et MADA, comme le logement, le transport, l'aménagement. On a besoin de financement plus substantiel dans chaque enjeu, plus de clarté sur qui est responsable de quoi, parce que ce n'est pas clair, et les politiques doivent se parler. Finalement, on a besoin aussi que ces politiques incluent une coordination plus claire avec le secteur OBNL. Premièrement, il doit reconnaître l'expertise et l'autonomie du secteur communautaire. On a besoin de plus de financement à la mission et pour les programmes stables et certainement pour les travailleurs. C'est essentiel. On a besoin aussi des partenariats plus clairs avec les OBNL et les gouvernements dans ces différents domaines politiques, comme dans le logement, dans le transport, par exemple, et aussi voir, on a besoin de plus de recherche sur c'est quoi les inéquités sur le terrain, parce qu'on sait qu'il y a des OBNL peut-être dans une ville ou dans un quartier, mais pas dans un autre, et on a besoin de vraiment regarder cela beaucoup plus dans la recherche et dans les politiques. Alors c'est tout. Merci.